Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'assurance maladie risques professionnels et consacré à la prévention des risques professionnels dans les métiers du BTP chez les très petites entreprises. Nous allons passer environ 1 heure ensemble à aborder les principaux risques et à identifier les pistes de prévention adaptées aux petites entreprises dans votre secteur d'activité. Alors, je suis Anne Zinet, je suis chargée de communication à la CARSAT Midi-Pyrénées. Je pense que vous devez l'entendre à mon accent. Et ce webinaire sera animé par Pascal Hubert, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées. Pascal va nous rejoindre immédiatement. Jacques Balzer, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Alsace-Moselle. Jacques. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Lemétayer, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Bonjour. Bonjour Sébastien. Nous serons accompagnés de Marie-Christine Guillaume, qui est directrice des services et prestations de l'OPP-BTP. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Et Pauline Guano, qui est responsable technique à Iris ST. Bonjour. Bonjour Pauline. Je pense que Pauline n'a pas dû activer son micro, mais c'est pas grave. Si, Jacques. Alors, Pascal, Jacques et Sébastien. Bon. Pascal, Jacques et Sébastien forment l'équipe projet qui a développé ce webinaire et les outils spécifiques à vos métiers en partenariat donc avec l'OPP-BTP et Iris ST. Alors, nous allons vous proposer un programme bien spécifique. Tout d'abord, nous ferons le point sur nos missions et les activités du BTP. Ensuite, nous aborderons les principaux risques sur ce secteur de métier. Et enfin, sur ce secteur d'activité, et enfin, nous vous présenterons les différents outils dédiés à votre métier pour pouvoir agir. Ce webinaire sera organisé en 2 parties. Donc, une partie de présentation qui dure environ 45 minutes, puis nous disposerons de 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, pour répondre à vos questions, en bas de votre écran, vous avez 2 icônes, une icône chat et une icône question. Donc, nous vous proposons de mettre vos questions à destination de nos experts dans l'onglet « Questions ». L'idée, c'est de centraliser toutes vos questions à cet endroit. En fait, vous êtes dans une salle virtuelle de Livestorm. Donc, vous pouvez vous équiper d'un casque si vous en avez un, vous mettre au calme dans un bureau si vous pouvez, et si vous le souhaitez, et ce serait peut-être mieux, d'enlever toutes les autres applications qui sont en marche, mais de garder Livestorm pour rester avec nous. Voilà, donc je commence en posant la première question à Pascal. Pascal, comment prévenir les risques professionnels dans les entreprises du BTP et quels outils sont proposés? Pascal, okay. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Pascal. Impec, oui. Alors, l'assurance maladie risque professionnel est un réseau organisé autour de 3 missions interdépendantes. Ce réseau est représenté par l'INRS, Eurogip et les CARSAT en région, la CRAMIF en Île-de-France et les CGSS en Outre-mer. Les 3 missions qui nous permettent une gestion globale des risques professionnels sont la réparation, pour indemniser et accompagner toutes les victimes de maladies et d'accidents liés au travail, la tarification, qui fixe les taux de cotisation accidents du travail, maladies professionnelles des entreprises, et enfin la prévention pour prévenir les risques professionnels. La branche accidents du travail, maladies professionnelles agit au service de près de 19 millions de salariés pour 2 millions d'entreprises. Cela représente 600 sinistres par heure travaillée, les sinistres étant les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Cela représente aussi 56 millions de journées indemnisées non travaillées, ce qui correspond à près de 155 000 personnes qui ne travaillent pas pendant 1 an. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si tous les salariés de la ville de Toulouse, ma bonne vieille ville rose, ne travaillaient pas pendant 1 an. Alors, maintenant, je vais passer à nos missions. Notre mission est de contribuer à développer et à coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises, mais également à sensibiliser et accompagner les employeurs pour une santé durable au travail. Les finalités de notre mission sont
de rendre les entreprises autonomes en prévention des risques professionnels, mais aussi de réduire l'exposition des salariés. Et enfin, de diminuer la sinistralité immédiate et différée, c'est-à-dire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Notre offre de services s'articule autour de l'accompagnement des entreprises, autour de risques spécifiques comme les troubles musculo-squelettiques, de l'information et de la formation, mais aussi de l'évaluation des risques à l'aide du document unique. Chaque année, nos interventions sur le terrain nous permettent de toucher 50 000 entreprises et chantiers, ce qui correspond à 28% de la sinistralité et représente un tiers des dépenses de la branche risque professionnel. Chaque année, plus de 1,2 million de salariés sont formés à la prévention des risques professionnels par des organismes de formation habilités par la branche ATMP, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, je laisse maintenant la parole à nos deux partenaires, Marie-Christine puis Pauline, afin qu'elles se présentent. Alors, donc, je vais vous parler de l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui a pour mission d'être le conseil de la branche BTP sur la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail. Donc, nous sommes environ 340 collaborateurs répartis dans 12 agences en France pour être au plus proche des entreprises, au plus proche du terrain. Donc, notre rôle, c'est conseiller, former, informer. Donc, sur l'information, nous proposons une large gamme d'outils entièrement gratuits sur notre site Internet, que ce soit des documentations, des guides, des affiches, des mémentos, des vidéos, et aussi des petits produits de formation gratuits aussi, comme des minutes prévention, sensibiliser à la prévention des risques en 1 minute, ou des déclics prévention qui sont des micro-formations de 15 minutes sur des sujets du quotidien des entreprises du BTP. Nos conseillers donc vont aussi en entreprise pour soit apporter de l'assistance technique sur le terrain, que ce soit pour répondre à des situations d'urgence, des analyses d'accidents ou des questions de chantier, et aussi pour accompagner en conseil à partir d'observations, de diagnostics, aider l'entreprise à développer, je dirais, une organisation autour de la prévention. Et notre dernière action est aussi d'intervenir beaucoup en formation initiale auprès des jeunes qui sont soit dans les centres de formation des apprentis, soit dans les IUT de génie civil, soit dans les écoles d'ingénieurs du BTP comme le STP, les ITC, pour justement former au plus tôt tous ces jeunes qui seront dans les entreprises demain. Donc, voilà, et le message que nous développons, nous essayons de développer partout, c'est lier la prévention à la performance et oublier que la prévention n'est qu'une affaire de coûts, d'investissement, mais que grâce à la prévention, on peut progresser et qu'il y a un vrai retour sur investissement dans l'entreprise. Voilà en quelques mots notre rôle et notre mission. Et maintenant, je passe la parole à Pauline pour l'IRIS-ST. Merci. Alors, l'IRIS-ST, donc nous sommes l'Institut de recherche et d'innovation sur la santé et la sécurité au travail, donc une association de loi 1901 créée en 2017. Donc, notre cible sont vraiment les entreprises artisanales du BTP et du paysage. Donc là, voilà, je vous ai mis à l'écran nos principales missions, donc qui vont être pareil, de sensibiliser et d'accompagner ces entreprises sur toutes les questions de santé et de sécurité, mais également de les mettre en relation donc, avec les professionnels du BTP. Donc, c'est à la fois de nouer des partenariats avec des industriels pour porter à connaissance des entreprises artisanales toutes ces innovations en matière de prévention, mais aussi de faire remonter les problématiques de ces entreprises artisanales aux industriels pour le développement de solutions. Et donc, nous avons également un rôle d'innovation. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions et des outils adaptés aux entreprises et aux problématiques qu'ils puissent rencontrer. Donc, sur notre slide, je vous ai mis notre site internet et notre application smartphone. Donc, vraiment, notre objectif, nous, c'est de la documentation très pratico-pratique, ciblée métier. Donc, tout est en accès libre sur notre site internet. Donc, je vous invite ensuite, à la suite de ce webinaire, d'aller voir toute notre documentation. Voilà pour l'IRIS-ST.
Alors, merci Pauline, c'est très clair et très complet. Pour démarrer, nous vous proposons un focus sur le BTP et la santé au travail. Du coup, je passe la parole à Jacques. Voilà, donc d'abord, une petite définition. Le BTP, c'est le secteur du bâtiment, des travaux publics, donc BTP, qui rassemble l'ensemble des activités et des corps de métier qui interviennent dans le cadre de la construction d'édifices et d'infrastructures. Alors, en termes quantitatifs, en termes de chiffres, il y a 1,5 million de personnes qui travaillent dans ce secteur, donc ça représente en gros 8% des salariés. Avec la clé de répartition suivante, on voit sur la diapo, 30% pour le gros œuvre, 50% pour le second œuvre, 20% travaux publics. Alors, par gros œuvre, on entend maçonnerie, couverture, charpente, démolition, installation d'échafaudage. Pour le second œuvre, comme on le voit sur la photo, ça concerne essentiellement les métiers qui travaillent à l'intérieur du bâtiment, donc serrurerie, plomberie, électricité, le plâtre, la peinture, menuiserie et travaux publics. Donc, pour les métiers qui travaillent sur la construction de canalisations, routes et bien sûr les terrasses. Alors, quels sont les principaux risques? Lorsqu'on considère la sinistralité de ce secteur, donc à savoir les conséquences des accidents du travail, accidents de trajet, maladies professionnelles, on se rend compte que les 8% des salariés dont on a parlé engendrent à eux seuls 15% de l'ensemble des dépenses qui sont liées à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, les salariés du BTP ont proportionnellement plus d'accidents avec des conséquences plus graves que les salariés de la plupart des autres secteurs. Donc, c'est particulièrement important de bien identifier les principaux risques et d'y apporter des solutions pragmatiques. Alors, la première cause, le constat qu'on peut faire, la première cause d'accident du travail des maladies professionnelles, ce sont les risques qui sont liés aux manutentions manuelles. Alors, ça se traduit, comme on le voit sur le dessin, par des douleurs au dos, mais également aux membres les plus sollicités, donc par ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Alors, un constat, le recours aux manutentions manuelles reste malheureusement actuellement encore la solution retenue sur la plupart des chantiers, essentiellement par manque d'anticipation lors de la conception. Et je dirais qu'il y a encore trop de carreleurs, de plaquistes, de menuisiers qui transportent manuellement des charges dans les escaliers pour accéder aux étages, alors qu'en fait, on aurait pu mettre en place des ascenseurs de chantier, etc. Alors, si on regarde les chiffres, 50% en gros donc, des affections sont liées aux mauvaises conditions de manutention, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse du gros œuvre, second œuvre ou des travaux publics. Alors, deuxième cause, cette fois-ci, des accidents qui sont dus plutôt aux chutes de hauteur. Comme on le voit sur le dessin, c'est des accidents graves et avec des conséquences importantes, donc souvent des conséquences mortelles même. Alors, des solutions existent, bien sûr, et je vous en parlerai plusieurs fois, c'est généraliser les protections collectives. Alors, dès la phase chantier, pour éviter les chutes dans les trémies, en bordure en rive de dalle, mais également lors des interventions ultérieures. Alors là, cette fois-ci, on se rend compte que ce sont surtout les secteurs du gros œuvre et du second œuvre qui sont le plus impactés par ce risque. Troisième risque, donc je voudrais vous parler, ce sont les accidents en chute de plein pied. Donc, à savoir les glissades, trébuchements, perte d'équilibre à même le sol. Alors, ces chutes provoquent des contusions, entorses, plaies, fractures. Alors, souvent, on se dit que ce sont un peu à tort, que les chutes de plein pied sont considérées comme bénins, alors qu'en fait, ils occasionnent un nombre très important de jours d'arrêt de travail. Alors là, cette fois-ci, ce sont plutôt les activités de travaux publics qui sont exposées aux chutes de plein pied, sûrement liées au déplacement sur des sols non nivelés. Et dernier secteur où il y a beaucoup d'accidents, ou type d'accidents, ce sont les accidents qui sont liés à l'utilisation des outillages à main. Les scies et autres outils qui occasionnent des coupures, mais surtout l'utilisation d'outils vibrants. On le voit sur le dessin aussi. Les brise-bétons, les perforateurs, qui exposent les salariés à des vibrations qui peuvent là également engendrer des maladies professionnelles. Alors là, cette fois-ci, on retrouve surtout les salariés des entreprises du second œuvre qui sont exposés à ces risques de par l'utilisation fréquente de ce type d'outils. Donc, en conclusion, sur cette première partie, l'essentiel des accidents
Ce sont donc, on peut dire 93% des accidents sont liés à ces 4 risques, à savoir donc les manutentions, chute de hauteur, chute de plein pied et l'utilisation d'outils non adaptés. Alors en rouge, vous voyez les chiffres donc qui sont les plus importants. Alors ce tableau vise à mettre en lumière les grandes tendances qui méritent notre attention, mais il est évident qu'aucun des secteurs n'est épargné et que les mesures de prévention pour éviter les chutes et améliorer les conditions de manutention concernent l'ensemble des entreprises BTP. Merci Jacques. Jacques vous a présenté Voilà, donc, les principaux risques. À la personne suivante, quelles sont les conséquences? Merci Jacques. Jacques vous a présenté les principaux risques de vos métiers. Et je vais maintenant vous donner 3 grands chiffres. L'idée, ce n'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais bien de poser le diaporama pour que les uns les autres puissent comprendre l'importance d'agir en prévention. Donc, quels sont les enjeux en termes humains? L'impact des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les salariés, les entreprises et votre profession se résume en 3 chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est le suivant. C'est le nombre de journées perdues à cause des accidents du travail, des maladies professionnelles ou des accidents de trajet. Ce sont 8 millions de journées perdues par an que l'on peut décomposer de la manière suivante. 6 millions de jours sur les accidents du travail, 1 600 000 journées sur les maladies professionnelles et 0,4 million pour les accidents de trajet. En équivalent, c'est 36 000 emplois à temps plein pour ces 8 millions de journées perdues. Deuxième chiffre, 73. 73, c'est le nombre de jours moyens d'arrêt après un accident du travail. Plus de 2 mois. Et je rappelle, Jacques l'expliquait tout à l'heure, les causes principales sont la manutention et les chutes de hauteur. Enfin, le troisième chiffre, 260, ce sont 267 jours d'arrêt en moyenne pour une maladie professionnelle qui, rappelons-le, et ça a déjà été dit, concerne souvent les troubles musculo-squelettiques. Donc, vous voyez que sur ces 3 chiffres-là, on démontre bien l'impact des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'impact que ça a sur votre activité, sur vos entreprises. Pascal? Je pense que la parole est à Pascal maintenant. Oui, merci. Alors, j'espère au moins que vous m'entendez bien, à défaut de me voir. Donc, Sébastien vient d'évoquer les conséquences humaines des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je vais vous expliquer maintenant comment prévenir ces risques. Alors, la démarche de prévention va se dérouler en 2 temps. La première étape, qui consiste à identifier les risques de façon la plus exhaustive possible afin de pouvoir les évaluer et fixer les priorités. La deuxième étape vous permettra d'agir pour pouvoir prévenir ces risques ou en limiter la gravité en définissant des actions de prévention. La première étape d'identification et d'évaluation est propre à chaque entreprise. Elle dépend de son organisation, de ses équipements et des personnes qui les utilisent. Il va falloir identifier pour chaque phase de travail à quels risques sont exposés les professionnels intervenant sur les chantiers. Il est important de prendre en compte le travail réel pour chaque phase identifiée. Cette démarche doit être participative. Il s'agit de mettre en place une approche terrain avec la participation des salariés. C'est l'occasion également de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de les fédérer autour de cette démarche. Ainsi, vous allez pouvoir répondre à ce qui est demandé par la réglementation, mais pas seulement. Cela vous permettra également d'améliorer les conditions de travail et de réduire la survenue d'accidents ou d'en limiter la gravité. Je rappelle, à l'occasion, donc, que l'évaluation des risques professionnels, que l'on voit souvent écrite EVRP, relève de la responsabilité de l'employeur et s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. Cette évaluation des risques professionnels figure parmi les 9 principes généraux de prévention
énoncés dans le Code du travail aux articles L4121-2 et -3. Je profite également de ce webinaire pour vous évoquer les derniers décrets parus en 2022. Vous avez les références et les liens pour y accéder à droite dans la diapo. Le décret donc, du numéro 395 du 18 mars 2022 est relatif aux documents uniques. Le texte précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation, 40 ans, et de mise à disposition du document unique. Et le décret 653 du 25 avril 2022 est lui relatif à l'offre de services proposée par les services de prévention et de santé au travail. Alors, maintenant que nous avons identifié les risques, il va falloir agir pour les prévenir. Donc, il faudra dans un premier temps rédiger un plan d'action avec des mesures planifiées dans le temps et qui doivent être suivies pour leur réalisation et leur efficacité. Jacques va vous donner à titre d'exemple des pistes de solutions liées aux risques qu'il vous a évoqués en début de webinaire. Voilà, donc on va d'abord parler des manutentions manuelles. Alors, avant de parler des solutions spécifiques à chaque métier, je voudrais rappeler que maintenant l'assurance maladie développe depuis plusieurs années un programme ambitieux, je dirais, à l'attention des donneurs d'ordre du secteur du BTP. Donc, on s'adresse aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, pour qu'ils intègrent dans leur marché de travaux les mesures de prévention. Parce que le pari est le suivant, si les choses sont bien décrites dans les marchés, ben les entreprises vont le mettre en œuvre. Par exemple, si dans un marché, il est prévu qu'un échafaudage soit mis en place et que ça soit clairement identifié qui doit le mettre en place et rémunéré, ben l'entreprise va le mettre en place. Alors, concernant les manutentions, il s'agit d'organiser en particulier les chantiers en mettant à disposition des entreprises des moyens communs qui vont faciliter le transport des charges et des personnes. Je disais au début qu'il y a encore trop de manutention manuelle qui se font sur les chantiers et que peu de choses sont mises en place en termes de mise en commun des moyens. Donc, il s'agit par exemple de renvoyer et stabiliser les accès, mettre en place des recettes à matériaux, installation de monte-matériaux et d'ascenseurs de chantier. Donc ça, je dirais, c'est du ressort de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre de prévoir cela. Maintenant, les solutions proposées ici dans le cadre de ce webinaire concernent les TPE. Et ce sont donc des mesures propres à mettre en œuvre par chaque entreprise. Alors, si on le reste sur le thème donc, de la manutention, si je regarde la diapo le dessin du milieu, les chariots palonniers à ventouse, tels qu'on les voit sur ce dessin, permettent un levage rapide et précis de charge, ainsi que la manipulation horizontale, verticale, le pivotement, l'ajustement de celle-ci. Un seul opérateur peut ainsi manipuler en toute sécurité et sans aucune pénibilité l'ensemble des charges lisses, donc en particulier les vitrages. Mais encore faut-il que ce type d'appareil, on puisse le monter dans les étages, d'où l'importance en effet d'une coordination en amont et que les choses soient prévues pour que les entreprises de seconde œuvre et de TPE puissent les utiliser. Quand on prend le premier dessin à gauche pour les travaux de couverture, la mise en place de panneaux solaires sur une maison individuelle nécessite d'abord, en effet, la mise en place d'une travée d'échafaudage pour prévenir le risque de chute, mais après, donc, pour mettre en place ce panneau solaire qui pèse souvent 70 kg, un monte-matériaux permet d'acheminer sans effort ces panneaux en toiture. On assure ainsi la pérennité à la fois des biens et des personnes. Et à droite, donc, pour les travaux publics, il existe de nombreux matériels également qui facilitent les manutentions et l'ergonomie des situations de travail, telles que la simple utilisation d'un lève-plaque magnétique qui s'adapte à toutes les situations. Maintenant, quand on regarde la prévention des chutes de hauteur et de plein pied, comme je vous le disais avant, un seul credo, la protection, la prévention collective. Ainsi, la généralisation d'escaliers provisoires d'accès en face chantier va remplacer avantageusement l'utilisation d'échelles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter une échelle avec une caisse à outils. On ne sait pas comment la tenir. Est-ce qu'il faut tenir les barreaux d'échelle ou la caisse à outils? Donc, bien sûr, c'est impossible. Il faut mettre en place des escaliers munis de mains courantes. Et ça, c'est donc des choses aussi qui doivent être réalisées en amont.
Autre problématique pour le secondaire, notamment les travaux de peinture dans les cages d'escalier qui restent souvent donc difficiles. Il s'agit donc de s'équiper là aussi, selon les hauteurs de travail, de plateformes individuelles roulantes ou d'échafaudages munis de pieds réglables en hauteur. Et enfin, pour les travaux publics, bien sûr, les passerelles de franchissement sécurisées vont éviter les chutes dans les tranchées. Et ça permet de franchir, par exemple, avec une brouette aisément ces tranchées, en particulier dans le cas des travaux urbains. Encore faut-il que ces plateformes soient légères, dotées de garde-corps, avec plaintes, plaques de marche avec revêtement antidérapant, données de marche biseautée. Donc ça, ce sont les éléments qui vous seront présentés après dans les fiches solutions. Concernant les risques liés à l'utilisation des outillages à main, et en particulier pour réduire l'exposition au bruit, aux vibrations et aux poussières, là aussi, il y a de nombreuses solutions qui existent. Pour les gros œuvres, travaux de perforation, de burinage, utiliser des équipements adaptés au travail à réaliser. Alors, il s'agit de bien préciser quelle est la puissance qu'il faut utiliser, qui va être déterminée par la force de percussion, par la fréquence de frappe et le poids. Il s'agit également de choisir un équipement le moins vibrant possible, le plus silencieux et qui dispose d'une aspiration des poussières à la source. En ce qui concerne les poussières de silice en particulier, il s'agit d'utiliser des outils qui limitent l'émission de poussière, par exemple en utilisant des mèches creuses. Si on peut, qu'on puisse travailler à l'humide ou alors, bien sûr, avoir un dispositif qui soit, un outil qui soit muni d'un dispositif d'aspiration des poussières à la source. Et enfin, à droite, pour les travaux publics, les activités de travaux publics, là aussi, en particulier pour les travaux de compactage ou de fond tranché, il existe des solutions telles que cet engin radiocommandé qui supprime les risques d'éboulement, de bruit, l'inhalation des fumées diesel, parce que ça permet de travailler hors de la tranchée, à distance, et de ne plus être exposé à ces vibrations et au bruit et aux gaz échappants. Et enfin, pour terminer, un thème qui nous est cher, je voudrais mettre l'accent sur le thème qui est commun à toute solution pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers, à savoir permettre aux opérateurs de bénéficier de conditions d'hygiène adéquates. Bénéficier d'un lieu de repos avec toilettes, eau courante, un réfectoire avec chauffage offre un peu de convivialité dans des environnements souvent de travail très sévères. Alors, une des solutions qu'on voudrait se voir développer encore plus, c'est la mutualisation des installations d'hygiène et de vie, notamment dans le cadre de petits chantiers, par exemple les chantiers de maisons individuelles sur les lotissements. Plutôt que chaque maître d'ouvrage mette à disposition une base vie, ou une roulotte, qu'on puisse mutualiser ces équipements et pour permettre notamment aux entreprises de seconde œuvre de travailler dans de bonnes conditions. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il reste la responsabilité de chaque chef d'entreprise de s'assurer que ses propres salariés puissent avoir accès à ces prestations. Alors actuellement, dans le cadre d'aides financières, il existe des roulottes mobiles qui peuvent donc être financées à 50% et qui s'adaptent parfaitement à tous ces petits chantiers. Voilà, donc c'était un peu un ensemble de solutions qui vont encore être présentées par la suite, mais il y a des solutions très pragmatiques qui sont à la portée des TPE. Bien. Alors, Jacques vous a dressé le panorama des principaux risques de vos métiers. Il a évoqué aussi quelques idées de mise en œuvre pour éviter ces risques sur vos chantiers. Pour prévenir ces risques, nous avons élaboré une offre un peu plus globale, déclinée au travers d'outils spécifiques à vos métiers. Cette offre a été co-construite avec vos organisations professionnelles, et notamment l'OPP et IRIS-ST que nous souhaitions remercier ici d'être présents avec nous. Donc, je vais vous présenter maintenant quelles solutions sont disponibles pour vous dans le cadre d'un programme national qui s'appelle le programme TPE, développé par l'assurance maladie Risque Pro, dont l'objectif est de favoriser le passage à l'action prévention et à vous donner envie finalement d'agir et puis petit à petit d'entrer dans cette
dans cette prévention des risques professionnels, qui, je le rappelle, et Marie-Christine le disait tout à l'heure, c'est aussi un facteur de compétitivité et de productivité dans certains cas. Alors, le carrousel. Donc, ce carrousel présente l'ensemble des outils de l'offre TPE. Cette boîte à outils, elle est déclinée sur plusieurs axes. Et elle met donc à votre disposition des outils pour vous aider à agir. Tous ces outils sont complémentaires, anonymes, gratuits et simples d'utilisation. Certains outils intègrent la spécificité de vos métiers, et je vous en parlerai un peu après. Vous trouverez donc en bleu dans le carrousel des outils comme l'outil Mon Doc Unique PREMS, qui vous permettra de réaliser l'évaluation des risques professionnels de votre entreprise. C'est un outil de l'OPP-BTP. Une page web spécifique sur le site Amélie Entreprise qui vous donne accès à tous les outils de votre métier, tous les outils de l'offre. Ensuite, pour vous aider à déterminer votre plan d'action, d'autres documents un peu plus spécifiques comme les fiches solutions BTP ou des fiches d'aide au choix de matériel que nous avons appelées les fiches CBCM, comment bien choisir son matériel. Enfin, le tuto Prév qui permet aux entreprises d'accueillir les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Dans ce carrousel, vous avez d'autres outils qui sont les outils d'aide à l'analyse suite à un accident du travail, Agir suite à un accident du travail, qui est un outil de l'INRS. Les accidents peuvent survenir, évidemment, malheureusement, à toutes les entreprises et quel que soit le métier. Un autre outil qui est un outil de formation en ligne pour acquérir les bases en prévention, compétences de base en prévention, c'est un outil gratuit en ligne d'e-learning. Et des fiches, le cahier de l'accueillant qui permet également d'accueillir les nouveaux dans votre structure, qui est complémentaire au tuto Prév BTP. Je retrouve ma souris. Voilà, je laisse maintenant la place à Marie-Christine Guillaume de l'OPP BTP qui va vous présenter l'outil d'évaluation des risques, Mon Doc Unique PREMS. Oui, alors, comme son nom l'indique, Mon Doc Unique PREMS, je n'ai pas la diapo à l'écran, comme son nom l'indique, voilà, merci. Mon Doc Unique PREMS, comme veut dire mon premier document unique. C'est un outil qui a été spécialement conçu pour les petites entreprises, qui est simple et va à l'essentiel de l'analyse des risques. C'est un premier document unique, qui permet de s'approprier la méthode d'analyse des risques. Donc, en fait, vous êtes guidé en pas à pas en 3 étapes très simples. La première, c'est qu'on vous propose une liste de métiers et vous cliquez sur votre ou vos métiers qui correspondent à ce que vous faites dans votre entreprise. La deuxième étape, c'est par rapport aux métiers que vous avez cochés, on vous propose une liste de 6 risques majeurs. Et donc, vous devez cocher parmi ces 6 risques majeurs ceux qui sont réellement présents dans votre entreprise, dans vos situations de travail. Et sur l'étape 3, face à ces risques que vous avez cochés comme étant présents dans votre entreprise, on vous propose pour chacun d'entre eux une action corrective. Et sur cette action corrective, vous avez à simplement cocher une case, soit « je l'ai déjà faite », soit « je vais la faire, je vais la mettre en place ». Et dire, si c'est le cas, dans quel laps de temps vous allez la mettre en place, sous 1 mois, sous 6 mois, sous 1 an, tout dépend de la complexité de la chose. Et toutes ces infos, simplement renseignées dans ce document unique, sont compilées dans un document que vous pouvez imprimer. C'est votre document unique et son plan d'action. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez aussi imprimer une affiche qui liste les actions que vous avez cochées comme à faire pour pouvoir le partager dans votre entreprise à vos équipes. Et dès lors que, ensuite, après avoir fait cette première analyse des risques, vous mettez en place les actions que vous avez cochées, vous pouvez revenir à tout moment dans cet outil
pour mettre à jour les actions faites ou à faire, et ainsi le document s'incrémente et vous pouvez imprimer une nouvelle version. Donc, c'est un outil très simple. Cet outil est gratuit. Il est accessible en ligne sur notre site préventionbtp.fr. Vos données sont stockées dans un espace sécurisé où vous seul détenez le mot de passe et on ne se sert pas de ces données pour faire quelconque analyse ou statistique, etc. C'est vraiment un espace personnalisé qui vous est propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois par trimestre ou une fois tous les 2 mois, nous organisons des webinaires en ligne qui permettent de faire en collectif son document unique pour vous guider si besoin est dans l'utilisation de ce document. Ces webinaires sont bien entendu gratuits et vous avez les dates des webinaires qui sont aussi proposés sur notre site mon doc unique préventionbtp.fr. Voilà pour cet outil en ligne très simple dédié aux petites entreprises. Alors, si nous restons au niveau du document unique, n'oubliez pas que l'exposition à la Covid doit obligatoirement faire l'objet d'une démarche d'évaluation des risques de la part des employeurs et être intégrée dans le document unique, comme pour l'ensemble des autres risques professionnels, comme l'a décrit tout à l'heure Marie-Christine. Pour vous accompagner dans cette démarche, l'INRS et l'assurance maladie risques professionnels ont élaboré l'outil Plan d'action Covid-19 qui vous aide à vous interroger sur les situations à risque Covid et vous propose des mesures très opérationnelles pour agir en conséquence. En cliquant sur le lien que vous voyez sur la diapo, vous accéderez au site internet qui héberge l'outil Plan d'action Covid. Vous pourrez alors démarrer une session d'essai ou vous inscrire en créant un compte pour sauvegarder, puis télécharger votre évaluation. Alors, maintenant, je vous propose de passer aux autres outils inclus dans l'offre que nous a présenté tout à l'heure Sébastien, le fameux carrousel, donc dans cette offre de services dédiée à vos métiers du BTP. Alors, nous avons un outil donc, qui s'appelle Agir suite à un accident du travail. Lorsqu'un accident du travail survient, il est indispensable d'en identifier les causes et de mettre en place des actions correctives pour éviter qu'il ne se répète. Donc cet outil générique, gratuit, en ligne, Agir suite à un accident du travail, est à votre disposition pour cela. Je donne maintenant la main à Pauline qui va vous présenter les fiches solutions prévention réalisées spécialement pour... Merci Pascal. Donc, en effet, en notre outil, nous avons du coup les fiches solutions prévention, donc spécifiques par rapport aux risques majeurs de votre secteur. Donc là, vous pouvez voir à l'écran ces 6 fiches. Nous avons 6 fiches donc pour le gros œuvre et le second œuvre qui vont être à gauche de votre écran. Et du coup, 2 fiches pour les travaux publics qui sont donc lever les plaques et tampons en sécurité et compacter en sécurité sans bruit ni vibration. Donc, avant de rentrer dans le détail concernant ces fiches, donc sachez qu'il existe aussi des fiches prévention génériques qui là vont s'appliquer à plusieurs secteurs d'activité, comme par exemple bien choisir et aménager un véhicule utilitaire léger. Donc sinon, revenons sur ces fiches solutions. Donc leurs objectifs sont vraiment de vous proposer des solutions vraiment très concrètes par rapport à un risque. Et on vous y indique les avantages et inconvénients de chaque solution. Donc pour vous illustrer ces propos, je vais vous présenter du coup la fiche drone, donc, qui est facilitée et réalisée en sécurité vos activités de repérage et de suivi de chantier en hauteur. Ainsi, vous pourrez voir, on va dire, la trame et l'architecture commune de chaque fiche solution. Hop, attendez, je me remets avec ma souris. Voilà. Donc, au niveau des fiches solutions, donc, elles vont tous se composer de la manière suivante. Donc, vous aurez le titre suivi de l'illustration représentant la situation référente, une description du contexte et des risques. Donc là, par exemple, nous vous rappelons pour cette fiche qu'il s'agit d'une intervention de courte durée sur la toiture dans le cadre d'une reconnaissance ou d'un diagnostic. En 3e item, vous avez évité le risque. Donc, par exemple, en l'occurrence, pour cette situation, ça va être bien évidemment la chute de hauteur, avec des préconisations au niveau organisationnel et technique. Ensuite, on va dire le cœur de la fiche. Donc là, le 4e item, c'est utiliser les équipements adaptés.
Donc, pour cette fiche drone, par exemple, nous avons mis en avant 3 types d'équipements, donc la nacelle, l'échafaudage roulant et le drone. Et pour chacun de ces équipements, nous vous indiquons ses avantages et inconvénients. Nous avons ensuite le 5e item qui va être « Choisissez une solution sécurisée pour vos salariés ». Donc, pardon, hop, j'ai un petit… Voilà. Hop. Donc, choisissez donc une solution sécurisée pour vos salariés qui est le 5e item de la fiche. Donc ici, nous faisons par exemple un focus sur la solution sélectionnée et l'intérêt de la choisir. Donc là, en l'occurrence, vous l'aurez compris, c'est du drone. Le 6e item est former et informer vos salariés à l'utilisation des équipements. Donc nous évoquons les formations et informations nécessaires à l'utilisation de l'équipement sélectionné. Donc là, en l'occurrence, pour cette fiche, c'est la formation nécessaire à l'utilisation du drone. Et enfin, en bas, du coup, nous avons un petit item, donc pour aller plus loin, qui là va renvoyer vers les outils des partenaires, donc de l'assurance maladie, de l'OPP-BTP ou de l'IRIS-ST. Donc, on vous renvoie vers des outils pratico-pratiques en lien avec la thématique de la fiche. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ce sont des fiches donc recto-verso assez simples, et allégées, on va dire, en texte. Et l'objectif étant vraiment de vous fournir une information simple et claire, c'est une problématique, une solution. Donc voilà pour les fiches solutions. Donc vous pouvez aussi les retrouver donc, sur le site Amélie. Donc lorsque vous pourrez télécharger la présentation, vous aurez accès au lien. Et du coup, là maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous présenter plutôt la suite des outils. Super, Pauline, merci beaucoup. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, certaines mesures de prévention consistent à s'équiper de matériel. Je vous parlais de ces fiches avec un nom barbare, CBCM, comment bien choisir son matériel. Les fiches CBCM, c'est une collection, pour l'instant, de 5 fiches pour vous orienter lors de l'achat de votre matériel. Matériel spécifique à vos métiers, bien évidemment. Alors, vous voyez que ces 5 fiches, pour l'instant, ce sont des fiches qui concernent les perforateurs et les brise-béton, les manipulateurs à ventouse pour vitrage, mais autres éléments lisses de construction, par exemple, les plateformes à maçonner, les passerelles de franchissement et les escaliers provisoires. De la même façon que Pauline déclinait l'architecture des fiches solutions, on trouve une architecture identique sur toutes les fiches comment bien choisir son matériel. Voilà l'architecture que vous allez trouver à chaque fois autour de 5 points. La conception, les fonctionnalités. Quelles sont les fonctionnalités recherchées pour le matériel que vous voulez acquérir? Y a-t-il des éléments spécifiques ensuite sur le raccordement à un réseau, les énergies dont vous aurez besoin, les fluides, et éventuellement le contrôle, qui est un point un peu redondant avec le 4e. Ensuite, l'aménagement du poste du travail et de son environnement. Y a-t-il des contraintes spécifiques à la mise en place de ce type de matériel? Ensuite, l'entretien, le nettoyage et le contrôle, je pense notamment aux vérifications périodiques, aux vérifications générales périodiques ou aux autres vérifications que vous feriez en dehors de ce contexte législatif. Et puis, de la même façon que ça a été dit sur les fiches solutions, la formation, l'information et la documentation concernant le matériel. Une petite illustration avec la fiche « Comment bien choisir son matériel » qui concerne la plateforme à maçonner. Vous voyez l'ensemble des rubriques, la présentation générale de la fiche, et puis avec toutes les rubriques qui concernent cette plateforme à maçonner. Ça n'est pas la version définitive, mais là, c'est à titre d'illustration qu'on vous la présente. Donc, effectivement, j'insiste, vous allez trouver les normes qui vous permettent d'acquérir du matériel sûr et du matériel qui vous garantissent que vos salariés interviendront en toute sécurité sur du matériel conforme. Voilà, c'était donc l'illustration des fiches « Comment bien choisir son matériel ». Un autre élément qui concerne cette fois-ci les nouveaux arrivants sur vos différents chantiers. Et vous voyez là, sur les 3 planches, travaux publics, gros œuvres, second œuvre, gros œuvre, un outil qui s'appelle le Tutoprev Accueil.
Le tuto Prêve accueil, il est destiné aux entreprises qui accueillent donc un nouvel embauché. Il permet de vérifier les acquis du nouvel embauché en matière de santé et de sécurité. Il s'appuie pour cela sur des planches que vous voyez là, des planches illustrées qui représentent des situations à risque et qui permettent, premièrement, de vérifier au travers d'exercices et de discussions les connaissances en matière de santé et sécurité au travail du nouvel arrivant, que ce soit un jeune en stage ou un jeune en apprentissage, un intérimaire ou un nouvel embauché de tout âge. Et deuxièmement, de préconiser ou de mettre en place, en cas de lacunes constatées, des actions d'information, de sensibilisation, de formation ou d'accompagnement pour compléter les connaissances du nouvel arrivant en matière de prévention. Il existe également des planches de ce type-là sur les métiers du bois et notamment sur la charpente ou dans les ateliers de menuiserie qui ont été élaborés par un collègue de la CARSAT Rhône-Alpes. Un autre outil qui permet de mener une prévention des risques professionnels efficace au sein des structures, c'est le cahier de l'accueillant, qu'ils soient stagiaires, nouveaux embauchés, intérimaires, apprentis. Les nouveaux arrivants sont plus exposés aux risques professionnels. 3 raisons pour cela. D'abord, c'est la conscience insuffisante des dangers liés à leur prise de poste. Il est nécessaire de bien cerner leur future activité, leur futur poste. La méconnaissance des enjeux de prévention des risques, soit sur les opérations sur lesquelles vous allez les envoyer, soit de l'organisation de la prévention propre à votre structure, et les difficultés à se projeter dans le futur en termes de santé, surtout pour les plus jeunes. Je rappelle qu'en France, les 18-24 ans ont 2,5 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés, et que 25% des accidents du travail concernent des salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, pour accueillir une nouvelle recrue, il faut l'intégrer, s'assurer de sa formation et ainsi la protéger des risques liés à son poste. Voilà, nous arrivons au dernier outil qui vous sera présenté. Pour le nouvel arrivant, mais aussi pour les professionnels déjà en place, la formation à la prévention permet à chacun de devenir acteur de sa santé, en prenant mieux conscience des dangers liés à son métier et en connaissant les bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels. Il est possible de bénéficier gratuitement de cette formation en ligne, apportant les bases en prévention des risques professionnels au travers de 4 modules. Comme pour chaque outil qui vous a été présenté, le lien pour accéder à cette formation est indiqué à droite de votre écran. D'autres formations spécifiques des métiers du BTP existent. Vous les trouverez dans les offres de nos partenaires. Si ces formations sont reconnues au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, elles peuvent bénéficier d'un financement formation professionnelle. Alors, vous me demanderez, mais comment savoir si une formation est reconnue au RNCP? Le plus simple est de regarder directement sur le site gouvernemental France Compétences. Je donne la parole à Anne. Je remets mon micro. Merci Pascal. Je pense que vous avez été tous très très complets dans vos propos. Les chiffres sont aussi sont révélateurs de ce métier, de ce secteur dont il faut prendre soin et soin des salariés. Donc, je répète ce que je disais aussi à travers le chat et les questions. Donc, le support va être disponible dans 5-10 minutes, donc vous pourrez l'avoir, le charger. Les outils TutoPrev et les outils génériques, analyse AT, accueillir un nouveau, sont disponibles sur le site de l'INRS. L'outil évaluation des risques en ligne, Mondoc Unique Prems, est directement accessible sur le site Prévention BTP. Les fiches solutions BTP sont également accessibles sur les sites de l'OPP BTP et de IRIS-ST. Et donc, je vous le disais, vous allez retrouver cette présentation un peu plus tard au cours du webinaire. Nous avons quelques questions qui ont été posées. Je vous propose d'y répondre. Je vous les livrer telles qu'elles sont. Jacques a commencé
à répondre à certaines questions. Donc, on va aussi redonner la réponse qui a été faite. Alors, je pose la première question qui vient de Christophe qui nous dit « Nous nous battons auprès des maîtres d'ouvrage pour que le matériel commun de monte-matériaux soit mis en place, mais souvent, il est absent dans les AO, donc j'imagine que vous allez répondre. C'est à vous, CARSAT et Assurance Maladie, d'imposer que cela soit mis dans tous les AO, c'est… » Appel d'offres. Voilà. Oui, les appels d'offres. Oui, donc en fait, c'est le travail en effet des CARSAT, en particulier depuis 4-5 ans, dans le cadre de ce qu'on appelle les TOP, les thèmes opérationnels prioritaires, où on travaille auprès des maîtres d'ouvrage. Donc actuellement, on travaille auprès de au moins 500 maîtres d'ouvrage pour qu'ils intègrent ces éléments dans les appels d'offres. Je dois juste réagir sur la notion d'imposer. Nous ne pouvons pas imposer, nous ne faisons pas la loi. Nous sommes là pour inciter les maîtres d'ouvrage, puisque nous pouvons demander aux entreprises directement qui exposent leurs salariés à un risque. Là, on peut imposer à la rigueur, mais pour les maîtres d'ouvrage, c'est plus un travail de réflexion et de bonnes pratiques pour qu'ils mettent à disposition ce type de matériel en leur montrant que c'est du gagnant-gagnant, que les chantiers vont avancer plus vite, que les chantiers vont être de meilleure qualité et surtout que les conditions de travail vont être meilleures, que tout le monde va s'y retrouver. Donc c'est un travail qu'on va continuer et je pense dans les prochaines années, on va continuer le travail avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre pour qu'ils intègrent ces éléments dans les appels d'offres. Mais on n'est pas sur le champ de l'imposition, c'est ça que je voulais dire. Merci Jacques. Magali posait la question, mutualiser les équipements en période de Covid, c'est pas simple. Je me permets aussi de répondre ici. Ouais, parce que je vais les donner 2-3 exemples dans le cadre de l'action qu'on mène avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. On a montré ça dans les exemples. Voilà, mettre un escalier plutôt qu'une échelle. Je rappelle que une échelle, on tient les barreaux. Donc, en effet, en période Covid, c'est pas bon. Il vaut mieux monter un escalier où on n'a pas besoin de tenir les barreaux. On demande aussi qu'il y ait des accès séparés. Le simple fait de mettre un accès avec du gravier à un endroit et de pouvoir sortir d'un autre endroit du bâtiment, ça permet de séparer les flux. Dernier exemple que je voudrais donner, c'est quand on dit aux entreprises, en effet, de limiter les proximités, il faut être à moins de 1 mètre d'un autre salarié. Donc, quand des charges lourdes sont à transporter, souvent les salariés sont à 2 ou à 3. Je prends l'exemple d'une fenêtre qui pèse 100 kg. Donc, mieux vaut en effet avoir un monte-matériaux et de le mettre. Donc, vous voyez, c'est cette notion de mutualisation, c'est très important. Ça permettra de monter des charges sans avoir à se côtoyer. Dernier exemple que je voudrais aussi encore donner, c'est pour les bases vies. On est en train de travailler sur un dispositif de ventilation pour les bases vies pour en effet éviter la dispersion du Covid dans ces endroits confinés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple de mutualiser, mais il faut qu'on trouve des solutions qui permettent à la fois de combattre le Covid, mais aussi d'apporter des solutions à tout ce qu'on a dit concernant la gestion de la manutention. Tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien ? Non, mais en fait, je pensais à ce que tu as dit là, et je me disais bien que la question avait trait à la mutualisation des équipements d'hygiène style base vie. En complément à ce que tu as dit, effectivement, c'est important aussi, en même temps que la mise à disposition du matériel, que de prévoir un nettoyage régulier du matériel et une désinfection régulière des installations qui sont mises en commun et à disposition de l'ensemble des salariés. Voilà.
Je vous propose une question de Tiffaine. Où trouver les fiches de mode opératoire pour, par exemple, le percement, qui seraient déjà prêtes? Ben, il existe une fiche qui s'appelle Comment bien choisir un perforateur burinaire ou un brise-béton qui préserve la santé et la sécurité des utilisateurs. Donc, c'est une fiche qui est maintenant en ligne sur Amélie avec les liens que tu as donnés. Amélie Entreprise, et c'est une fiche qui est très, très détaillée, qui montre bien quel type de matériel utiliser, notamment pour le percement. Et derrière, dans cette fiche, il y a de nombreux liens, en particulier vers un outil qui s'appelle OSEV Main-Bras, qui montre aussi quel type de matériel utiliser en fonction des sollicitations. Et après, je voudrais aussi en profiter pour dire qu'il y a plein de fiches très précises sur le site du LNRS en relation avec l'amiante. Et quand il faut percer dans des éléments avec de la silice ou de l'amiante, il y a des éléments très précis qui sont donnés. Je pense que nos partenaires également ont des fiches solutions. Très bien. Je viens de mettre le lien à Tiffaine de Amélie où elle peut retrouver les fiches existantes. Alors, okay. Sinon, le lien sera mis à la fin de la présentation. Hein. Oui. Une question de Théo. Pardon, Sébastien. Oui, en complément, je dirais que par rapport à cette fiche, alors, ce n'est pas véritablement une fiche de mode opératoire, hein, c'est une fiche de choix de matériel. Mais comme l'a dit Jacques, en utilisant les informations de cette fiche, comment bien choisir son matériel, ça vous évitera de prendre du matériel inadapté pour faire des travaux qui nécessitent plus de force, plus de joules, ou soit pour faire des travaux longs avec un tout petit matériel qui finalement va desservir le salarié parce qu'il va finir par se fatiguer, fatiguer ses membres sup parce que finalement va se fatiguer à trop forcer sur une machine qui n'est pas adaptée au travail à réaliser. Donc, c'est plutôt sur le choix que le mode opératoire. Deux questions de Théo. Combien de fiches CBCM pensez-vous mettre à disposition en plus des 5 existantes? Et l'autre question de Théo, je la reprends. Vous dites que les jeunes sont plus touchés par les accidents du travail, mais sur le terrain, les jeunes sont plus souvent enclins à réagir aux nouveaux outils de prévention en comparaison aux personnes plus anciennes qui ont leur système et leur façon de travailler, ce qui leur donne moins envie de changer. Alors pourquoi les jeunes sont plus touchés par les accidents du travail? C'est une bonne question à laquelle vous pouvez pratiquement tous répondre. À la première question, combien de fiches CBCM pensez-vous mettre à disposition en plus des 5? Pour l'instant, l'offre a été conçue avec ce nombre-là de fiches, comment bien choisir son matériel. Pour la Caisse nationale, il est important, dans un premier temps, de déployer ces outils, de les faire connaître, fiches solutions et fiches comment bien choisir son matériel. S'il devait s'avérer que de nouveaux matériels nécessiteraient des fiches, je pense à 2023 hein, par exemple, à ce moment-là, on examinera, et nos collègues de la Caisse nationale aussi, la possibilité d'en rédiger d'autres. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est d'abord la promotion et le déploiement de ces premiers documents-là. Ensuite, la question concernant les jeunes, ce qu'on voulait surtout dire, ce n'est pas seulement les jeunes, ce sont les nouveaux arrivants. C'est dans les nouveaux arrivants qu'il y a beaucoup plus d'accidents. Donc, les nouveaux arrivants, ça peut aussi être des moins jeunes, mais qui sont nouveaux dans un secteur d'activité. Donc, on ne voudrait en aucun cas mettre en effet l'accent, enfin la lumière ou accuser les jeunes, ce n'est pas du tout ça, bien au contraire, mais c'est le problème des nouveaux arrivants, et derrière ça, c'est le problème de la formation et le problème de l'accueil qui doit être résolu. Catherine a posé la question, quand les salariés du gros œuvre seront-ils en retraite plutôt en raison de la pénibilité de leur travail, non reconnus en pénibilité? Jacques, tu as répondu, si tu veux bien redonner ta réponse à l'ensemble de nos internautes. Déjà, ce n'est pas nous, la CARSAT, bien sûr, qui définissons l'âge de la retraite, c'est M. Macron, et encore, hein, voilà, donc c'est tout un débat actuellement.
Notre job, c'est quoi? Notre travail, c'est essayer d'apporter des solutions pour limiter les manutentions manuelles, pour faciliter les conditions de travail. On est d'accord, en particulier pour les maçons, mais pas que les maçons, aussi les charpentiers et beaucoup d'autres métiers qui sont soumis à des conditions de travail très difficiles. Ce n'est pas nous qui pouvons dire il faut partir plus vite à la retraite, mais ce qu'on veut, c'est que les uns et les autres prennent leurs responsabilités pour faciliter les conditions de travail. Et donc, les uns et les autres, c'est donc en particulier, c'est vrai, les donneurs d'ordre, le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre qui doivent, dès la conception d'un chantier, réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux et que les conditions de travail soient meilleures. Et je dirais qu'à force de travailler avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, on voit quand même qu'un grand nombre prennent en compte ces éléments. Et on espère que, à force de travailler avec eux, que les choses vont bouger sur les chantiers. Je pense que vous avez quand même vu qu'actuellement, il y a beaucoup plus de monts de matériaux sur les bâtiments. On n'a pas encore atteint le summum. Il y a beaucoup plus d'échafaudage pour travailler en sécurité. C'est ça notre job. Après, la retraite, ça ne dépend pas vraiment de nous. Emmanuel pose la question, sauf erreur, les maîtres d'ouvrage n'ont-ils pas une responsabilité également en termes d'accidents sur un chantier? Après, on peut peut-être pas faire de généralité, mais... Jacques, par rapport à l'action maître d'ouvrage. J'ai une mauvaise connexion. Ah, je reprends la question, Jacques, si tu as mal entendu. Sauf erreur, les maîtres d'ouvrage n'ont-ils pas une responsabilité également en termes d'accidents de chantier? Je pense que... Je crois que... Jacques, tu nous entends? Je m'excuse. J'ai un problème de réseau, je n'entends pas. D'accord, je comprends. Bon. Oui, alors, mais je vais répondre. Effectivement, les maîtres d'ouvrage ont une responsabilité en termes d'organisation du chantier et dans certains cas, de mise à disposition de moyens, notamment de décisions qui peuvent être prises sur des moyens communs. Donc, oui, tout dépend des choix qui sont faits au départ sur les différentes opérations. D'accord. Une autre question. Catherine, qui peut instaurer un lot base vie pour l'ensemble du chantier au moment de l'appel d'offres? Anne, je voulais juste répondre quand même parce que là, oui, j'ai compris la question. Et il y a un texte quand même très précis du Code du travail qui dit, alors je n'ai pas maintenant l'article en tête, mais le texte dit, les maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur prévention doivent mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Et donc, les principes généraux de prévention, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Donc, et ça, c'est tant durant la phase conception que durant la phase réalisation. Voilà ce que dit le texte. Donc, la maîtrise d'ouvrage a bel et bien une responsabilité en termes d'accidents de travail sur le chantier. Alors, il y a aussi eu un certain nombre de jurisprudences, en particulier lorsqu'il y a eu des accidents de travail mortels, où le maître d'ouvrage, tant personne physique que personne morale, a été condamné. Alors, bon, très bien. Pas de faire peur, mais les textes sont là. Les textes sont là. Donc, on va s'appuyer sur les textes de loi alors. Il y a encore beaucoup de questions. Je vais avancer un petit peu. Est-ce que vous pouvez répondre à Catherine qui peut instaurer un lot base vie pour l'ensemble du chantier au moment de l'appel d'offres? Et j'ai encore une dizaine de questions qui suivent. Donc, si c'est une base vie pour un chantier spécifique, là c'est clair, il faut que ce soit le maître d'ouvrage qui, via son maître d'œuvre, qui mette en œuvre la base vie. Par contre, pour un lotissement, donc, où il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, là la réglementation n'est pas claire. En toute rigueur, il faudrait que chaque chef d'entreprise vienne avec ses propres
ses propres moyens, mais souvent, il n'y a pas le temps et puis surtout, il n'y a pas l'espace pour mettre en place 36 roulottes. Donc, il faut qu'il y ait une organisation qui soit réalisée. Alors, on a sorti une fiche solution qui s'appelle, je suis en train de la chercher, mutualiser vos installations d'hygiène et de restauration sur chantier de maisons individuelles. Donc, je vous invite à découvrir cette fiche solution où en effet est expliqué comment on peut y arriver. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Ok. C'est Sylvie demande la comment… négociation, où le lotisseur, le constructeur et la mairie. Ta voix est assurée, Jacques, de temps en temps, c'est pour ça que… Voilà. Donc, c'est la fiche solution, mutualiser vos installations d'hygiène qui donne la réponse. Parfait. Question de Sylvie, comment valoriser les actions des petites entreprises en matière de sécurité? Pourquoi ne pas baisser leur taux d'accident du travail si une certification est passée de type MAS? Alors, moi, par rapport à la première question, j'ai bien une réponse, mais je vais donner un peu la parole à Pauline et Marie-Christine, parce que quand on parle de valorisation, on pense à des supports de valorisation, et a priori à de la com. Donc, du coup, je renvoie la question à Pauline et puis à Marie-Christine. Est-ce que vous avez des supports de com pour valoriser ce que font les entreprises? Oui, enfin, en tout cas pour les aider et puis et les accompagner. Donc nous, par exemple, du côté de l'IRIS-ST, on va dans notre rubrique boîte à outils, donc plein de documents pour les aider dans ce sujet. Après, on a conscience, nous, par exemple, avec l'OPP-BTP, il y a quelques années, on avait mené une étude pour les entreprises artisanales sur les actions de prévention, et on voit bien que toutes mettent en place des actions de prévention. Après, pour elles, quand on parle prévention, elles n'ont pas conscience qu'elles font de la prévention au quotidien dans leur métier. De mettre un échafaudage, pour eux, ça leur semble logique dans leur activité, mais ça reste une prévention, ou aménager leur véhicule. Donc voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place dans les entreprises. Nous, on est là pour les accompagner en leur donnant les outils pour les aider. Après, comment les mettre en avant? Donc nous, des fois, on fait remonter des bonnes pratiques, on va dire, d'entreprise. Et voilà, après, sur elles, comment elles peuvent communiquer, je n'ai pas tout à fait la réponse. En nous, du côté de l'IRIS-ST, je sais qu'on met en avant des fois des bonnes pratiques sur nos réseaux ou autres, en disant, pensez-y, vous pouvez mettre ça. Et voilà, des fois, on réfère le fait que ça vient d'une entreprise. Mais voilà, pour leur mise en avant des bonnes pratiques, là, par contre, j'ai pas… Enfin, du côté de l'IRIS-ST, voilà, vu qu'on est une petite structure, c'est juste par le biais de nos réseaux sociaux. Mais sinon, on n'a pas d'autres outils. Je pense que l'OPP-BTP, si Marie-Christine est là, je sais que dans leur journal ou également Prévention BTP remettent en avant des bonnes pratiques, les cas prévention et performance des entreprises. Donc, il y a tous ces outils-là qui sont relayés sur des outils de communication. Après, je n'ai pas trop parlé à la place de l'OPP-BTP. Mais voilà. Non, mais je peux parler, mais je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est soudainement coupée. Donc, okay, voilà, d'accord. faire de la technologie. On vous entend, Marie-Christine. À l'OPP, depuis plusieurs années, on fait des fiches pratiques qui s'appellent des fiches solutions. Ce sont des observations que l'on va faire dans les entreprises et où on leur repère des bonnes pratiques, des bonnes méthodes, des bons outils, des belles idées et que l'on publie sur notre site internet. On en a plusieurs centaines. Donc là, c'est la mise en avant de ce que l'on peut voir sur le terrain. Et l'autre chose, si je peux dire comment une entreprise, si j'ai compris la question peut-être un peu différemment, en ce sens que comment l'entreprise peut valoriser les actions qu'elle fait déjà. Je pense que le document unique dont j'ai parlé tout à l'heure est un document très important puisqu'il permet non seulement de désigner les actions à faire pour s'améliorer, il a toute une partie qui permet à l'entreprise de mentionner, de lister dans le document unique les actions qu'elle a déjà faites pour améliorer la prévention. Et donc, ce document faisant foi par rapport à un certain nombre de contrôles ou de visites d'autres institutionnels peut tout à fait montrer les points positifs qu'ont développé les entreprises. Très bien. Une autre question de Sylvie, toujours la même Sylvie. Pourquoi certains équipements ne sont pas pris en charge par la CARSAT au titre qu'ils sont trop performants par rapport à leurs critères? Grues non prises en charge par l'aide CARSAT car trop performantes.
Merci d'avance. Ça renvoie, je pense que cette question renvoie à certains types d'aides, je pense notamment aux subventions prévention TPE de manière générale, mais la subvention prévention TPE, BTP, fait référence à certains types de matériel. Alors, malheureusement, on ne peut pas tout prendre en charge, et l'idée, c'est de pousser certains types de matériel pour pouvoir prévenir certains risques, comme pour prévenir les risques dont Jacques a parlé en début de présentation. Mais effectivement, je peux comprendre que vous soyez déçus parce que certains équipements sont trop performants. Toute la difficulté, c'est aussi d'arriver à ne pas financer des équipements très onéreux qui participent aussi finalement à la vocation même de l'entreprise. Voilà, une entreprise, si elle fait de l'élévation et si elle fait constamment des bâtiments en élévation, elle aura besoin d'une grue. Donc, toute la question, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qu'on va prendre. Si c'est dans une liste, là, c'est cadré. Si c'est dans un contrat de prévention pour une entreprise de moins de 200 salariés, là, c'est autre chose. Mais voilà, la difficulté, c'est d'arriver à apprendre ce qui concerne la sécurité et pas forcément ce qui concerne la production de l'entreprise. Voilà. Ok, je pense que c'est la dernière question de David. Merci pour cette présentation. Les MOA et MOE et CSPS doivent prévoir ensemble, après l'analyse de l'opération, d'intégrer des moyens mutualisés. C'est plus un constat, une proposition. Tu peux la répéter, la question, s'il te plaît? Merci pour cette présentation. Les MOA avec les MOE et CSPS doivent prévoir ensemble, après l'analyse de l'opération, d'intégrer des moyens mutualisés. Oui, ce n'est pas une question. C'est une constatation et c'est… Voilà, on est d'accord. Le texte de loi, et si ça se passe bien, si ça se passe bien, en effet… le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le corps d'eau doivent ensemble en effet, prendre en compte les mesures de prévention et le principe généraux de prévention et notamment donc, intégrer ces éléments dans les pièces écrites. Et c'est encore une fois tout le travail qu'on essaye de faire avec ces différents intervenants, ces différents partenaires pour anticiper les bonnes manières de faire sur les chantiers. Voilà, on arrive au terme des… Alors, attendez, je vérifie quand même. Hop. Une question également… Non, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il en venait à être oublié, j'en serais désolée. Non, je pense que nous avons fait le tour. Un petit mot de conclusion à chacun d'entre vous. En tout cas, moi, je remercie tous les participants d'avoir été curieux et d'être restés un moment avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, alors, merci. Je me touche encore le visage et pourtant, effectivement, on nous dit qu'il faut… C'est pas Covid safe, mais… Alors, je ne sais pas, Erika, qui se touche le visage. Je pense qu'on est un petit peu tous stressés, donc… Non, je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Un grand merci à nos collègues, à Pauline Guano d'Iris-ST, à Marie-Christine Guillaume de l'OPP BTP. Et puis un grand merci à l'équipe aussi, parce que quand même, voilà, ce travail, c'est un travail commun. Au plus tard, donc, sous 48 heures, vous recevrez un mail qui vous permettra d'accéder au replay de ce webinaire, et ainsi qu'au support de présentation. Vous trouverez aussi un support qui reprend les réponses aux différentes questions. Alors, j'ajoute, n'oubliez pas de noter ce webinaire parce que ça compte quand même l'évaluation de ce genre d'événements. Et puis, c'est pour s'améliorer qu'on s'appuie aussi sur ces évaluations. On a été ravis de passer ce temps-là avec vous pour parler de prévention. Et le dernier mot, si vous avez retenu une idée à l'occasion de ce webinaire, n'hésitez pas, mettez-la en œuvre, pas forcément cet après-midi, demain ou cette semaine.
Ok, donc moi aussi, je vais rapidement remercier la présence des uns et des autres, et que les fiches solutions et les fiches comment bien choisir son matériel, notamment, qu'elles puissent être utilisées. Et si on peut avoir des retours de votre part pour les améliorer, on est à votre écoute. Pauline, Marie-Christine, un dernier mot. Pascal, je te laisserai le mot de la fin. Merci à tous et vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous approprier chacun des outils que nous vous avons proposés aujourd'hui. Et puis, très bonne continuation. Marie-Christine. Tu as coupé ton micro. Bon, je pense que le propos de Marie-Christine était complet. Pascal, je te laisse conclure définitivement. Oui, dans le noir. Merci à tous déjà d'être venus très nombreux, en ayant posé plein de questions. On espère vraiment que ce webinaire vous a intéressé. Et aussi, si vous avez d'autres idées de webinaires qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat ou les questions, peu importe, mais voilà, que ça nous donne des idées pour vous refaire des présentations plus tard. Voilà, on a été ravis, comme l'a dit Sébastien, de faire cette présentation, d'être avec vous pendant cette heure et à bientôt, j'espère. Bon appétit dans l'immédiat. Je précise pour les internautes qui sont encore avec nous que Pascal a eu un petit problème de caméra dû au flux de toutes les personnes qui sont venues ce matin. Et donc, du coup, on a préféré privilégier la parole au son et vous ne verrez pas Pascal. Donc, il faudra revenir pour un prochain webinaire. Et voilà. Donc, du coup, la présentation maintenant est disponible. Vous pouvez vous en emparer. Voilà, à une prochaine fois et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.